Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews Histoire de Timeline. C'est toujours un plaisir réel de recevoir l'historien Raphaël Dargent qui vient cette fois pour un autre ouvrage tout aussi passionnant que les autres, qui est une réédition, L'Impératrice Eugénie chez Belin, Alpha Histoire. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, disons les choses tout de suite, on devait se voir un petit peu avant, et puis hasard du calendrier en plus, il y avait eu le vol du Louvre, ça devait bien tomber, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je résume rapidement votre livre, L'Impératrice Eugénie, donc c'est une biographie, et une biographie qui va devenir, je pense, réellement une référence, même si c'est une réédition. D'ailleurs, il a été édité quand ? Il y a 2 ans ? Il a été édité en 2019. Ah oui, ça remonte déjà un petit peu. Tout à fait, oui. D'accord, en tout cas, c'est vraiment une biographie, moi j'ai lu celui-ci, donc de référence, qui rompt complètement avec la légende, qu'elle soit noire ou qu'elle soit dorée, qui entoure cette dernière souveraine des Français. C'est ce que vous vouliez faire ? Casser le... Oui, parce qu'effectivement, les précédentes biographies, alors il y en a eu un certain nombre, avaient tendance ou à tomber dans la géographie, c'est-à-dire qu'effectivement, on présentait l'impératrice comme quelqu'un de presque irréprochable, ou alors, à l'inverse, on pouvait avoir une image relativement négative du personnage, comme ça a été le cas pour d'autres souveraines dans notre histoire. Et puis il me semblait que, y compris sur des biographies entre guillemets de référence, il y avait des interprétations qui ne me convenaient pas. Donc j'ai voulu mettre ma patte, d'autant plus que le Second Empire est une période, et c'est vrai aussi pour l'ensemble du 19e siècle, mais en particulier le Second Empire est une période qui m'intéresse. Ouais, et puis qui est mal apprise, Alors on y revient, on est en train de revenir en ce moment, je trouve, de plus en plus, curieusement, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des anniversaires qui tombent ? Oui. Oui, alors oui, pour l'impératrice Eugénie, pour le coup, 2026, c'est une date anniversaire, puisque c'est le bicentenaire de sa naissance, ce qui justifiait évidemment la réédition de cette biographie, que j'ai quand même un peu reprise sur tel ou tel aspect. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même disons globalement, une réévaluation de l'œuvre du Second Empire. Et ça fait déjà pas mal d'années qu'on réévalue notamment toute l'œuvre économique et disons en particulier de modernisation du pays. Ouais, sans réhabiliter, c'est quand même pas mal de revoir un peu les choses. Tout à fait. Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette période. Alors, votre ouvrage suit une vraie trame chronologique, rigoureuse de son enfance, qui est marquée par l'honneur, une certaine instabilité politique, jusqu'à sa longue vieillesse anglaise. Elle meurt vieille. Oui, tout à fait. Alors, c'est un personnage qui, pour le coup, qu'on peut difficilement traiter en 10 chapitres, en 10 chapitres et en 200 pages. Parce que c'est un personnage qui naît en 1826 et qui meurt en 1920, donc 94 ans, et qui alors du coup traverse presque tout le 19e siècle, connaît le début du 20e siècle, et donc une évolution à tout point de vue, évidemment historique, avec les changements de régime, la disparition d'un grand nombre de souverains, même on peut dire principalement presque tous, et une évolution également économique, sociale de manière très importante. Et donc c'est encore un personnage qui connaît la Première Guerre mondiale, qui connaît les débuts de l'aviation. Et moi personnellement, ma grand-mère décédée maintenant, était née, une de mes grand-mères était née en 1922, et je me dis finalement, à 2 ans près, elle aurait été contemporaine de l'impératrice Eugénie. Donc c'est absolument dingue. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ce qui est quand même fou, c'est qu'à quelques années près, elle croisait Napoléon Ier. Tout à fait. Et elle a vu la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Invraisemblable. Il y a eu des personnages comme ça dans l'histoire, effectivement. Je ne sais plus qui disait, comme Louis XIV disait à mon mari, alors que son mari était sur les genoux de Louis XIV, il avait 6 mois, effectivement. Mais c'est ça. C'est ça, parce que Louis XIV... Oui, c'est ça, parce que Louis XIV aussi a eu un règne très très long. Évidemment. Voilà. Mais l'impératrice Eugénie, alors d'autant plus que l'impératrice Eugénie, ce qui est remarquable dans sa vie, c'est que lorsque Napoléon III décède, elle a 47 ans. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'elle va encore vivre un bon demi-siècle. La moitié de sa vie. Voilà. Sans être impératrice. Donc, il y a une vie après l'Empire, après le Second Empire.
Évidemment, c'est pas la partie la plus forcément la plus intéressante et la plus riche, mais il y a des choses à dire et c'est l'aspect non pas en tant que souveraine cette fois-ci qui est intéressant, c'est aussi l'aspect personnel, celui de la femme. Et c'est vrai que moi j'ai mis l'accent, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la question de l'honneur. Ouais. Et d'ailleurs, dans la première édition, j'avais sous-titré l'ouvrage « L'obsession de l'honneur », parce que chez elle, pour tout un tas de raisons, c'est à mon sens le point central. Avec tout ce que ça comporte de positif, parce que bon, évidemment, on apprécie plutôt les gens qui sont attachés à l'honneur. Et moi, pour le coup, j'attache beaucoup d'importance à cette valeur-là. Même si en politique, pour le coup, ce sens de l'honneur peut tourner parfois à commettre un certain nombre de maladresses. Parce que la politique, c'est aussi du pragmatisme et c'est parfois aussi du cynisme. Et que c'est pas toujours le sens de l'honneur qui est le plus efficace. Et l'impératrice Eugénie, et c'est des aspects que j'ai voulu aussi traiter, sur le plan politique, et en particulier sur le plan de la politique étrangère, a pu, au nom de l'honneur, commettre quelques erreurs. Voilà. Tout est mort, fort l'honneur. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle reste l'une des figures les plus mal comprises de l'histoire de France, selon vous ? Alors bon, pour plusieurs raisons. D'abord parce que raison essentielle et triste, l'impératrice Eugénie est une femme. L'impératrice Eugénie est d'origine étrangère. Alors aujourd'hui, les choses ont évolué, mais pendant quelque temps, pendant son règne, surtout après son règne, dans le début de la Troisième République, les critiques formulées à l'égard du Second Empire étaient des critiques qui, bien sûr, portaient sur la nature politique de ce régime, mais qui pouvaient porter, et moi j'ai beaucoup travaillé sur les caricatures, parce que j'adore ça, et les pamphlets, mais surtout les caricatures, et à chaque fois, en tout cas, bien souvent, les origines espagnoles d'Eugénie étaient mises en avant. Le fait qu'elle soit une femme, qu'on rapprochait beaucoup de Marie-Antoinette, l'Autrichienne. Et donc, le Second Empire, dans son ensemble, a été véritablement victime de l'image qu'a véhiculée la Troisième République naissante. Puisque vous savez que ce sont toujours les vainqueurs qui détiennent la vérité, en quelque sorte, en histoire. Et donc, dans un premier temps, au début de la Troisième République, il y a cette image du régime honni pour des raisons politiques. Il y a la défaite de 70. Et puis, il y a ce côté, elle a été un peu comme Marie-Antoinette, excessive, c'est une étrangère, c'est une femme, elle avait un goût immodéré pour les bijoux, pour les vêtements, etc. Et puis ensuite, c'est l'oubli. C'est l'oubli parce que le régime républicain, petit à petit, les années passant, et la population également, oublie ce personnage. Mais ce qui est vrai pour l'impératrice Eugénie, malheureusement, est vrai pour énormément de personnages qui avaient le droit encore au début du XXe siècle, et même, je dirais, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à des biographies historiques. Et on constate qu'un grand nombre de ces personnages sont passés complètement à la trappe, en fait. On les a oubliés. Nos générations, aujourd'hui, dans ce début du XXIe siècle, ont complètement oublié ces personnages. Oui, c'est vrai. Pourtant, là, on a des personnages qui ne sont pas de petits personnages. On a une souveraine qui a régné 18 ans sur le pays. Et puis qui s'est mêlé de politique. Et qui s'est mêlé de politique. C'est pas juste un... Tout à fait. J'ai également eu l'occasion de travailler sur un autre personnage, la reine Marie-Amélie, qui elle-même, alors pour le coup, est encore plus sortie de l'actualité. L'épouse de Louis-Philippe, la monarchie de Juillet, c'est également 18 ans de règne. Ces personnages sont oubliés.
Je ne vais pas vous parler du personnage sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Si, on est entre nous. Mais je crois qu'il a encore davantage oublié, parce qu'il n'a pas. C'est un homme cette fois. Il n'a pas régné, mais Cadoudal. Il s'agit de Cadoudal. Okay. Cadoudal, ça dit quasiment plus rien. Ah bah non. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous voyez tous ces personnages-là. Napoléon. Peut-être quand même. Si, quand même. Si, quand même. Mais vous voyez, tous ces personnages-là, jusque les années 1960, début 70, vraiment un grand maximum, avaient le droit régulièrement à des biographies. Oui, c'est vrai, ouais. Et aujourd'hui, ça arrive, mais on a l'impression qu'on dépoussière quelque chose, quoi. Oui, je suis d'accord. Alors, c'est pas la première qui soit étrangère. Hein. Il y a Anne d'Autriche aussi. Tout à fait. Cornette qui vient de sortir un livre sur Anne d'Autriche. Tout à fait. Ça fait du bien d'ailleurs, parce que ça aussi, ça dépoussière aussi. Ouais, je pense que j'avais publié il y a, je crois que c'était en 2012, une biographie chez Belin, en 2015, d'Anne d'Autriche. Et c'est bien de voilà. Mais Joël Cornette, j'ai pas lu son ouvrage, mais bon, je sais qu'il a eu le prix le prix Hugues Capet. D'accord. Ça, je savais pas. Je l'ai interviewé. Et en fait, je faisais partie de la sélection des 10 ouvrages retenus. Bon, c'est lui qui a eu le prix, qui est un gros prix. Tant mieux pour lui. C'est Joël Cornette. C'est Joël Cornette. C'est les marques, les grandes marques. Voilà, je crois que c'est un ouvrage de qualité. Vous allez venir. Vous aviez des préjugés déjà sur elle au moment où vous avez travaillé ? Non, du tout. En fait, il se trouve qu'il y a une bonne dizaine d'années, peut-être 15 ans maintenant, j'avais publié un ouvrage, une biographie de Napoléon III, chez un petit éditeur. À l'époque, l'ouvrage avait été préfacé par Philippe Seguin, et qui avait lui-même publié encore lorsque j'étais un très bon Napoléon III. Et donc, j'avais découvert le Second Empire à cette occasion. Et puis je savais finalement quelques éléments concernant l'impératrice Eugénie, mais pas plus que ça. Et donc, j'avais pas d'a priori du tout. Voilà. Mais après, c'est vrai que je me suis pris un peu... On sent que vous l'aimez bien quand même. Je l'aime bien quand même. Ouais, ça se voit. Je ne vous dis pas comment se prénomme ma fille. Ok. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'elle a été victime de son image avant d'être jugée sur ses actes ? Et c'est souvent le cas. Oui, elle a été victime de son image, et même avant d'être impératrice. Elle est d'origine espagnole. Sa mère était connue en Espagne pour fréquenter une partie de la cour. Et ensuite, au moment de la guerre civile en Espagne, sa mère, Manuela, va emmener ses 2 filles, donc Eugénie et sa sœur aînée, Francisca, en France, puisqu'en fait, les 2 jeunes filles vont être en France en 1835. Elles vont ensuite être scolarisées chez les jésuites. Eh bien, la réputation de sa mère, déjà, est une réputation pas très sérieuse. On raconte qu'elle aurait un certain nombre d'amants. Elle était très proche de Prosper Mérimée, qui va faire rencontrer les filles Eugénie et Francisca à Stendhal, et Stendhal sera très très proche de ces jeunes filles. C'est un élément tout à fait extraordinaire, à tel point que dans la Chartreuse de Parme, il y a quelques petites indications en notes qui sont des dédicaces aux deux filles Montiro, puisque c'est son nom, Eugénie de Montiro. Mais donc la réputation déjà d'Eugénie n'est pas très flatteuse, et notamment dans ses années parisiennes. C'est une jeune fille très 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 appréciée pour sa beauté, et donc elle est très convoitée, et elle a un fort caractère. Elle est relativement leste et vive, et donc beaucoup courent après, notamment un des premiers dans l'entourage impérial, ce sera le prince Napoléon, le cousin de Louis-Napoléon Bonaparte, qui dans les années 1840, en 43 et 47, à 2 reprises, essayera de séduire, mais en vain, l'impératrice Eugénie. Donc elle a cette image de fille un peu légère, qu'elle n'est pas du tout pour le coup, parce qu'elle a des convictions catholiques bien affirmées. Et ça n'empêche pas. Mais en tout cas, elle va, lorsqu'elle aura l'occasion de rencontrer le prince Napoléon, donc le futur empereur,
et qui lui demandera comment puis-je arriver jusqu'à vous, elle lui répondra par la chapelle. C'est-à-dire qu'en fait, Louis-Napoléon Bonaparte n'aura pas vraiment le choix, pour le coup, que d'épouser la future impératrice. Ça s'appelle avoir du répondant. C'est ça. C'est Victor Hugo tout de suite qui la rhabille assez vite, d'ailleurs. Tout à fait, ah oui, tout à fait. Il est monstrueux depuis le début. En fait. Ah oui, tout à fait. Et puis alors en plus, elle a l'habitude de, et ça sera très présent dans les caricatures qui lui seront qui lui seront destinées en quelque sorte. Elle a l'habitude de se maquiller, notamment de bien souligner ses yeux, les cils, les paupières, etc. Elle a les yeux un peu tombants comme ça. Et dans beaucoup de caricatures, en fait, elle est vraiment outrageusement maquillée, ce qui n'est pas du tout flatteur. Oui, il y a des choses absolument monstrueuses dans les caricatures, mais c'est vrai que Victor Hugo, alors là, selon moi, pour des raisons politiques, oui. Et pour des raisons de déception, puisque quand même, il faut savoir que Victor Hugo, quand Louis-Napoléon Bonaparte devient président de la République, eh bien, il aurait aimé devenir responsable de l'instruction publique. Donc, il était avant d'écrire Napoléon le Petit et avant l'exil, il faisait partie de ceux qui gardaient un bon souvenir finalement de Napoléon Ier d'une certaine façon. Oui. Et donc il y avait cette idée de grandeur. Hein. Et puis après, bon, il y a le coup d'État. Et puis il y a le paupérisme. Enfin, il y a le paupérisme. Les idées étaient assez proches et puis le coup d'État. C'est ça. C'est ça. Et l'impératrice Eugénie, d'ailleurs, partage beaucoup des idées de l'empereur. Dans ses jeunes années, elle est fourriériste, elle est adepte du phalanstère, par exemple. Avec ses amis espagnols, elle est très tournée vers les œuvres sociales, mais pas seulement les œuvres, les idées sociales. Donc Fourier l'intéresse beaucoup. Elle apprend même d'ailleurs à travailler le bois, en fait, chacun de ces petites troupes espagnoles, de ces jeunes gens, estimaient qu'ils devaient apprendre un véritable métier. Donc, et puis alors du coup, effectivement, la publication de l'extinction du paupérisme ne fait qu'attirer son regard vers ce jeune Napoléon, d'autant plus qu'elle a été élevée dans le culte, on peut dire, napoléonien. Son père, espagnol, 2 fois grand d'Espagne, pendant la guerre d'Espagne, a servi la France. A servi, on pourrait dire que c'est un traître au regard des Espagnols. Il a servi l'armée espagnole, l'armée française, pardon. Et donc, elle a été élevée, en plus, dans ce culte du Premier Empire. Stendhal et Mérimée arrivant là-dessus, faut savoir quand même que Stendhal racontait des histoires du Premier Empire à la future impératrice. Donc, elle a un destin qui est vraiment... qui est tout à fait surprenant. On dirait qu'il est presque tracé. Il est presque tracé. Ouais, c'est vrai. Il est presque tracé, ouais. Je suis assez d'accord. Est-ce qu'elle a influencé plus qu'on l'admet les décisions de Napoléon III ? Alors, cette question est une question compliquée et c'est une question très importante. De mon point de vue, elle a eu un rôle. Alors, elle disait les influences que d'ailleurs l'empereur ne tolérerait pas n'existent pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. On peut dire que, d'abord, il y a 3 périodes de régence. Et en 1859, première régence, lorsque l'empereur lui confie la régence, au moment de la guerre en Italie, elle s'acquitte très bien de son métier, entre guillemets. D'ailleurs, elle dit « je fais mon métier ». Et alors, c'est un conseil de régence, mais elle préside ce conseil de régence. Et elle n'est pas d'accord systématiquement, elle est même parfois en désaccord avec le cousin, le prince Napoléon, qui est lui très en faveur de l'unité italienne. Mais elle comprend tout à fait cette intervention en Italie. D'abord parce qu'elle pense qu'il faut relever le gant, c'est une question d'honneur. Bon, vous voyez, l'honneur. Et puis elle apprend. Lors de la deuxième régence, en 65, là, elle joue un rôle encore plus important. Et on a des témoignages qui nous disent qu'elle apprend par cœur la Constitution, qu'elle assiste, le conseil a lieu tous les 2 jours, et qu'à partir de ce moment-là, les avis unanimes sont tellement flatteurs que l'empereur va décider qu'elle va, après la régence, continuer à assister au conseil. Et il se trouve qu'au début des années 1860, l'empereur commence à être fatigué. C'est un homme qui a eu une vie relativement dissolue
et qui va commencer à éprouver des premiers signes d'une santé défaillante. Et donc petit à petit, l'impératrice Eugénie va de plus en plus dire son mot, et un peu plus que son mot, et elle va jouer un rôle, en particulier en politique étrangère. Oui. Et un rôle qui pourra être heureux à certaines occasions, mais qui pourra aussi être relativement malheureux. Ça, c'est clair. On a une anecdote qui est assez cocasse. Elle était très proche d'un certain nombre d'ambassadeurs, notamment d'ambassadeurs autrichiens, et en particulier de Richard de Metternich. Elle était d'abord très proche de son épouse, Pauline de Metternich, voilà. Et elle va, en 1863, par exemple, carrément, en le prenant à part, lui tracer sa vision de la redéfinition, la recomposition de l'Europe. Et ça va très très loin. L'empereur ne sera pas très content, d'ailleurs. Napoléon III dira, tu te fais tirer les vers du nez, etc. Même si il est possible aussi, on n'a pas d'assurance sur ce point-là, qu'il y ait eu une espèce de jeu entre l'empereur et l'impératrice. Le bon flic et le mauvais flic. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, l'empereur était plutôt très proche, politiquement, si vous voulez, de pays comme l'Italie, et pas très hostile à la Prusse, c'est-à-dire en faveur d'une unité italienne et peut-être à terme d'une unité allemande. Bon. En tous les cas, il avait cette écoute-là. L'impératrice, elle, était beaucoup plus réticente. Elle s'est beaucoup opposée au cousin, au prince Napoléon, sur ces questions de l'Italie. Elle est beaucoup plus proche de l'Autriche ou de l'Espagne. Et il est possible qu'il y ait eu un jeu, en fait, pour qu'on se situe au centre de l'échiquier, en tout cas, l'espoir de se situer au centre de l'échiquier, avec l'impératrice qui avait cette proximité autrichienne ou espagnole, mais en particulier autrichienne, pour avoir des informations. Et puis, il est clair qu'elle jouait aussi, sans doute, sur son charme naturel, qui ne laissait pas un certain nombre de politiques indifférents, pour avoir elle-même des informations. Donc, il est possible qu'il y ait eu un jeu aussi entre les deux. Donc, elle a joué, à mon avis, et pas seulement à mon avis, un rôle qui pouvait être heureux, mais qui ne l'a pas toujours été, en particulier concernant l'expédition du Mexique en 1867. Grave erreur. Oui, grave erreur, 1867, qui peut s'expliquer pour tout un tas de raisons, mais grave erreur parce qu'elle éloigne, lorsque la France, pour des raisons de dédommagement en quelque sorte, veut placer le frère de l'empereur François-Joseph, donc Maximilien, sur le trône du Mexique, et Charlotte, son épouse, comme impératrice du Mexique. C'est une forme de dédommagement après Sadova, après la défaite de l'Autriche face à la Prusse. Et c'est une forme de dédommagement aussi parce que la France a servi l'Italie contre l'Autriche, a contribué à l'unité italienne, donc il y a cette forme de compensation. Il y a aussi des intérêts économiques et financiers qui expliquent l'expédition du Mexique pour la France. Et puis il y a aussi des aspects, je dirais, culturels. Les États-Unis, à ce moment-là, sont en pleine guerre de sécession. Et l'idée d'élever une puissance catholique en Amérique centrale face aux mastodontes naissants d'Amérique du Nord plutôt protestants, de remettre le pied sur le continent américain par ce biais-là, c'est une idée qui n'est pas absurde, mais l'expédition est un naufrage absolu et elle éloigne en plus la France du théâtre européen au moment où la Prusse, forte de sa victoire sur l'Italie, se dit avec Bismarck que l'unité allemande pourrait se faire dans un conflit avec la France. Et donc on éloigne finalement la France du théâtre européen avec l'issue qu'on connaît et la guerre franco-prussienne. J'ai fait une émission il n'y a pas longtemps sur la bataille de Cameroun. Ah oui, oui. Que j'ai découverte d'ailleurs. Oui. Par hasard, récemment, je ne connaissais pas du tout. Oui, c'est un des hauts faits d'armes de l'armée française, pour le coup. Il y a presque une mythologie autour de Cameroun. Ouais. Exact, et c'est pas mal d'ailleurs. Oui. J'aime bien les mythologies comme ça, c'est plutôt sympa. Ouais. Ces notions politiques lui viennent pas par hasard. Elle a quand même, depuis très jeune, été alimentée, politiquement alimentée. Oui. Elle a appris. Oui, elle a été d'abord, elle a été politiquement alimentée, c'est-à-dire qu'elle a déjà, par nature,
une conception de l'honneur très très fort. C'est-à-dire que pour elle, lorsque on doit prendre ses responsabilités, sa formule de prédilection, c'est « fais ce que doit, advienne que pourra Oui. ». D'accord ? Et puis l'autre formule, c'est plutôt mort que déshonoré. D'ailleurs, dans sa demeure en exil, la première, sur le fronton du bâtiment, sera inscrit, mais c'est pas elle qui l'a fait inscrire. Cette formule plutôt mort que déshonoré. C'est comme si il y avait là aussi une forme de prédestination. Elle était amenée à venir là. Et donc il y a ça. Et puis ensuite, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a le culte napoléonien qui va vraiment lui venir de son père, qui aura servi l'armée de Napoléon. Mon père ce héros, donc. Voilà, mon père ce héros, tout à fait. Et puis la transmission faite par Mérimée et surtout par Stendhal, donc elle est élevée là-dedans. Et elle considère que Bonaparte, c'est très important. Le nom Bonaparte est très important. Elle reprochera au prince Napoléon de s'appeler justement prince Napoléon. Pourquoi c'est pas prince Napoléon Bonaparte ? On a un nom qui oblige, dit-elle. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit-là qu'elle va élever son fils, le prince impérial. Donc, et puis ensuite, politiquement, elle va petit à petit apprendre beaucoup. Les régences vont lui permettre d'apprendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va apprendre y compris la Constitution par cœur. Elle va vraiment progresser sur ce plan-là, et on peut dire que elle a eu des intuitions également très, très favorables. Par exemple, au moment justement de la guerre entre l'Italie et l'Autriche, au moment de Sadova et de la défaite donc autrichienne, l'impératrice Eugénie suggère au Conseil d'envoyer une armée de médiation à la frontière franco-allemande, une armée de médiation de 50 000 hommes, pour justement créer un deuxième front, c'est-à-dire pour que la Prusse soit prise en étau, en quelque sorte, entre l'Autriche et la France. Et Bismarck lui-même, alors c'est une idée qui sera contredite par le prince Napoléon, le cousin de l'empereur. L'empereur finalement cédera, donc il n'y aura pas cette armée de médiation. Mais peu après coup, Bismarck dira, si les pantalons rouges, donc l'armée impériale, étaient parus sur le Rhin, je perdais la partie. Et donc là, cette intuition de l'impératrice aurait pu être très intéressante et aurait peut-être évité 70, vous voyez. Autant elle porte une responsabilité avec l'expédition du Mexique, autant au moment de Sadova, elle a cette fois-ci plutôt raison. Elle dira d'ailleurs au sujet de Sadova, à Sadova, ce n'est pas l'Autriche qui perd, mais c'est la France. Intéressant ça. Ouais. Finalement, c'est peut-être elle le dernier souverain, en fait. Oui, d'une certaine façon, oui. Oui, parce que l'empereur, je vous l'ai dit, l'empereur à partir du début des années 60, mais surtout à partir évidemment de la fin des années 60, est très malade. Et on sait qu'il est parfois, lors du conseil, somnolent, enfin voilà. La maladie de la pierre, donc ces coliques néphrétiques très fortes, épouvantables, qui le feront terriblement souffrir, y compris lorsqu'il sera à cheval lors de la guerre franco-prussienne. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ont déjà eu ce genre de truc. Moi, pour l'avoir eu une fois, je ne souhaite à personne, même à ceux que j'aime Dieu pas. Merci, j'ai jamais eu. Mon père a eu ça, mais moi non. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que ça se traite facilement. Non, à l'époque, c'était épouvantable. C'est une horreur. Ouais. Est-ce que j'aime pas dire que c'est un personnage moderne avant l'heure. Malgré tout, est-ce qu'elle est moderne avant l'heure? Est-ce que c'est pas une femme moderne avant l'heure? Ah oui, elle est vraiment moderne, elle est beaucoup plus moderne si vous voulez. Ça ne veut rien dire, mais... Non mais si, je vais vous donner quelques... Temps, en fait. Vraiment. Ça n'a rien à voir par exemple avec la reine Marie-Amélie qui la précède au pouvoir. Elle est vraiment moderne, alors je l'ai dit pour les aspects... son goût pour la question sociale par exemple. Hein. Ça c'est tout à fait clair. L'amélioration du sort des ouvriers, c'est très important chez elle. Oui. Elle n'est pas adepte du tout de la révolution, mais elle est vraiment adepte de réforme, de modernité. D'ailleurs, dans le bonapartisme, et c'est en cela qu'elle est vraiment bonapartiste et pas du tout légitimiste comme on l'a pu le dire ou l'écrire, dans le bonapartisme, il y a cet aspect-là. Il y a bien sûr l'aspect d'ordre, voilà, mais il y a l'aspect de progrès social notamment. Elle y est très attachée. Prenons un autre aspect de modernité, le féminisme. Le féminisme, elle aura vraiment à cœur de soutenir un certain nombre d'artistes femmes. Je pense par exemple à l'artiste peintre Rosa Bonheur, à qui elle va commander des œuvres, à qui elle va remettre
la Légion d'honneur, première femme à recevoir la Légion d'honneur en 1865. Elle terminera sa seconde régence par cet acte-là. Et elle dira d'ailleurs, je tenais absolument que ce soit le dernier acte de ma régence. Concernant l'enseignement des jeunes femmes, des jeunes filles, elle soutiendra l'action de Victor Duruy, ministre de l'Instruction, notamment pas seulement pour l'instruction primaire, mais aussi pour l'instruction des jeunes filles dans le secondaire. Et elle s'opposera par exemple à Monseigneur Dupanloup qui considérait, évêque d'Orléans, que vraiment la place des femmes n'était pas dans l'enseignement secondaire. Et donc elle mettra elle-même ses deux nièces, puisqu'elle n'a pas d'enfants, enfin elle n'a pas de filles, pardon, ses deux nièces en cours à la Sorbonne de ce point de vue-là. Et quand elle sera en exil en Angleterre, elle recevra plusieurs fois mademoiselle Pankhurst, leader des suffragettes anglaises, pour échanger avec elle. Et elle dira, concernant Rosan Bonheur, je tenais à vous remettre la Légion d'honneur parce que, et je trouve ça cette formule terriblement d'actualité, le génie n'a pas de genre. Le génie n'a pas de genre. Oui, c'est une phrase qu'on pourrait entendre aujourd'hui. Et puis ensuite, elle sera à l'affût de toutes les nouveautés. Très vieille dame, lorsqu'elle va connaître les débuts de l'aviation, elle dira, si j'étais plus jeune, sans hésitation, je testerai l'aviation, etc. Et donc elle était vraiment, elle a beaucoup soutenu les expériences de Pasteur, qui étaient proches du couple impérial. Exact. Non, il y a vraiment une modernité chez l'impératrice Eugénie, sociale, sociétale avec le féminisme, et puis très attachée aussi à ce que les femmes puissent gérer leur budget, ne pas dépendre de leur époux. Ça mettra du temps. Hein. Ça mettra beaucoup de temps. Beaucoup de temps. C'est très curieux d'ailleurs ce pays. Oui, mais c'est très curieux, mais je pense que, alors on va pas refaire l'histoire, évidemment, ce serait absurde, mais je pense que le Second Empire, dans ces dernières années, a évolué par la nature des choses vers un empire plus libéral, oui, pour passer la transition au prince impérial. Ça ne s'est pas fait comme ça, hein. L'histoire est différente, mais je pense qu'on allait directement vers une forme d'empire constitutionnel, si je puis dire, ou en tout cas parlementaire, voyons, vers un système parlementaire. Anglaise. Et peut-être il est possible que le droit de vote des femmes, qu'un certain nombre de choses, aurait pu évoluer beaucoup plus vite que ce n'a évolué avec la Troisième République, parce que finalement, la Troisième République, c'est quand même un régime très masculin, ouais, et pour le coup très machiste. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Effectivement, les femmes ont beaucoup perdu. Oui. Comment est-ce qu'elle arrive à concilier sa foi catholique, un certain conservatisme moral aussi, et puis les aspirations progressistes ? Alors les choses sont... Oui, comment, tout à fait. Alors, mais c'est le grand... Le bonapartisme, et ça colle avec l'impératrice Eugénie, c'est cette synthèse impossible en fait. C'est la tradition et la modernité, c'est l'ordre et le progrès, c'est le dépassement des clivages. On ne parle pas encore forcément de droite et gauche, même si on en parle déjà un peu quand même depuis la Révolution, mais c'est cette idée que finalement... les choses ne sont pas incompatibles. Donc, elle était capable, effectivement, si on parle de religion, d'avoir ses convictions catholiques, mais de ne pas considérer que, la religion devait gérer la société civile. C'est-à-dire qu'elle considérait que il fallait faire la part des choses entre... C'est presque la laïcité, si vous voulez. Entre les convictions personnelles qui doivent rester dans un cadre privé et puis les positions publiques, politiques. Alors bien sûr, pour des raisons de propagande et d'image, on la voit par exemple en photographie en train de prier, etc. Il y a donc une communication qui est faite là, mais c'est une communication politique pour le coup. C'est de la com. Voilà, mais elle n'est pas prête à accepter tout de l'Église et de ses représentants. Sur la question italienne, elle considère qu'en effet, les États du pape, le pape ne doit pas conserver l'ensemble de ses États et qu'il est normal que ceux qui construisent l'unité italienne récupèrent un certain nombre des États du pape. Par contre, elle considère en même temps qu'il doit rester souverain à Rome. Vous voyez, donc il y a une espèce d'entre-deux qui se fait.
Et vraiment, lorsqu'elle devra choisir entre les convictions personnelles catholiques et l'évolution de la société, elle choisira l'évolution de la société. Sur l'éducation des femmes, c'est très clair, je l'ai dit tout à l'heure. Elle s'opposera à Monseigneur Dupanloup pour scolariser ses nièces. Je vais peut-être dire une horreur, mais en lisant ça, moi, j'ai eu l'impression de voir un début de De Gaulle. Alors, il se trouve que... Bonapartisme et gaullisme. Oui, mais exactement, c'est ce que j'allais dire. Il se trouve que... il y a des points communs. Il y a des points communs, y compris sur la question sociale, l'idée de la troisième voie, si vous voulez, l'idée de la participation gaulliste. On la retrouve d'une certaine façon chez Napoléon III, où il s'agit de dépasser le capitalisme et le socialisme. Disons que le Second Empire est pour un capitalisme social, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'on critique De Gaulle, on le caricature soit en Louis XIV, pouvoir absolu, soit en Napoléon ou Napoléon III. Oui. Ouais. C'est-à-dire que les adversaires de ce type de régime, qui est un régime effectivement un peu particulier, un peu à part, une forme de troisième voie, mettent l'accent sur à la fois l'aspect autoritaire et régime d'ordre et l'aspect comment dire, d'une certaine façon un peu hypocrite. Mais il y a une réelle dimension sociale dans le bonapartisme qu'on retrouve également dans le gaullisme. Ouais, c'est clair. Comme je suis en plein dedans, je prépare. Il y a le film qui va sortir en juin et juillet sur De Gaulle. Ah. Je suis en plein dans la bio, machin, puis je me suis dit, mais c'est drôle, ça me rappelle des choses. Ah oui, tout à fait, oui, mais c'est vrai. C'est assez étonnant. Ouais. Vous parliez de caricatures tout à l'heure, elles sont parfois d'une extrême violence avec elles. Qu'est-ce que ça dit de notre société du 19e ? Je dis notre. Ah oui, mais alors, oui, parce qu'il faut quand même savoir que les caricatures qui concernent le Second Empire... Aujourd'hui, c'est rigolo à côté. Ah oui, bien sûr. Des entrées. Exactement. Les caricatures qui concernent le Second Empire, et qui caricaturent donc ou l'empereur, ou l'impératrice, ou le prince impérial, sont vraiment à rapprocher des caricatures pendant la Révolution française, hostiles à Louis XVI, Marie-Antoinette, éventuellement le dauphin. Et c'est des caricatures alors, qui viennent des révolutionnaires, ou qui viennent des républicains. Ces caricatures sont d'une violence absolue. Le prince impérial est présenté comme un demeuré, comme un idiot, un bienheureux. Bon. Napoléon III est présenté comme un vieux bonhomme très malade, qui est d'une infidélité absolue. Bon, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et surtout, qui se baigne dans le sang, si vous voulez, depuis le coup d'État, il y a cette image-là. Et l'impératrice Eugénie, on la rapproche complètement de Marie-Antoinette, sur bien des aspects, c'est-à-dire qu'elle est infidèle, donc elle couche avec tout le monde, donc on la représente au lit ou nue sur un sofa avec à peu près tous les ministres, y compris avec son fils. Comme Marie-Antoinette, il y a cette accusation d'inceste, tout à fait. On la guillotine, vous voyez, on la guillotine comme on a guillotiné Marie-Antoinette dans les caricatures. On la représente en bigote, c'est-à-dire vraiment en train de prier, etc. Bon. Mais vraiment, les caricatures les plus violentes sont les caricatures qui la représentent comme une femme infidèle, et aussi comme une étrangère. C'est frappant de voir qu'il y a chez ces gens très républicains, on pourrait dire très à gauche pour le coup, très révolutionnaires, cette image de on va critiquer le régime en critiquant l'impératrice et en la présentant comme la vache espagnole, par exemple. Voilà. C'est une horreur. La vache espagnole, c'est ce qui est écrit, la vache espagnole, ou comme une femme infidèle. Voyez. Et donc ce machisme, ce sexisme, on pourrait presque dire ce racisme, même si je suis toujours prudent dans l'utilisation de ce
type de terme, mais est frappant en fait. Est frappant. C'est vraiment très très violent. Et bon, moi j'ai adoré étudier toutes ces caricatures, et on voit très bien le point commun avec l'époque révolutionnaire de la Révolution française. Donc c'est vraiment frappant. Et aujourd'hui, il y aurait procès sur procès. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais on oublie que ce type de réflexe sexiste et xénophobe, pour le coup, n'était pas le privilège, l'apanage des réactionnaires. Si on est bien d'accord. Ouais. Voyez. Je suis d'accord. Alors, est-ce qu'il faut dire, c'est dommage qu'il n'y ait plus cette virulence, parce que c'était quand on les a pas sur soi, c'est drôle. Oui, mais c'est très drôle. Mais il y a des caricatures qui sont très drôles. Mais lorsqu'on est la cible, évidemment, on voit les choses différemment. C'est une horreur, bien entendu. Ouais. Comment est-ce qu'elle vit la défaite de 70 personnellement ? Alors personnellement, déjà, elle est régente, hein, donc la défaite de 70, elle la vit en quelque sorte, je ne vais pas dire aux premières loges, parce qu'elle n'y est pas, elle est à Paris. Mais l'empereur et le prince impérial sont sur le théâtre d'opération. Elle tenait absolument à ce que le prince impérial soit aux côtés de son père. Napoléon III souffre terriblement, la défaite est cuisante en plus. Et comme elle est éloignée du théâtre d'opération, elle ne se rend pas compte à quel point l'empereur souffre. À un moment donné, l'empereur envisage de revenir à Paris, voyant que ça tourne vinaigre. Elle s'y oppose formellement. Pour elle, c'est une question de déshonneur absolu, mais sans se rendre compte de la situation sur le terrain. Elle a des mots, alors les témoignages nous disent qu'elle a des mots extrêmement virulents, y compris contre l'empereur, son époux, lorsqu'elle apprend que non seulement c'est la défaite, mais qu'il souhaite revenir à Paris. En fait, il souhaite revenir aussi pour éviter la révolution. Il sait que ça va tourner mal. Et donc elle le vit très très mal. Et puis ensuite, il y a la précipitation des événements où elle doit quitter précipitamment donc le pays et passer en Angleterre. Sans avoir de nouvelles, c'est ça. Sans avoir de nouvelles d'où est son fils, de ce qui arrive pour l'empereur, parce qu'elle sait que l'empereur se rend finalement à la Prusse et qu'il est prisonnier. Et donc elle passe clandestinement, de manière un peu rocambolesque, comme beaucoup de souverains au XIXe siècle en Angleterre, où elle va finir au bout de quelques jours par retrouver son fils, et puis un peu plus tard l'empereur. Mais évidemment, elle le vit mal. Et là, à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle a été trop loin dans sa véhémence, si je puis dire, où elle se rend compte que l'empereur était dans l'incapacité totale de tenir à cheval, ce qu'il a fait pourtant, du fait de sa maladie, et que la défaite était presque inévitable. L'armée française n'était pas du tout au niveau. Elle l'était déjà assez peu quelques années auparavant, et tout le monde avait poussé à la guerre. Tout le monde a poussé à la guerre, y compris les républicains. Napoléon III ne voulait pas. Mais... Voilà, et Napoléon III était très très réticent. Finalement, Bismarck a réussi son affaire en titillant justement l'honneur de la France, et l'impératrice n'a pas pu envisager autre chose que la déclaration de guerre, parce que l'honneur était en cause, l'honneur du pays était en cause, mais en même temps, elle et l'empereur savaient que ça allait être très difficile, et peut-être que ce serait fatal. On a toujours l'espoir, évidemment, d'autant plus que le ministre de la guerre, le maréchal Leboeuf, prétendait que tout était bien, qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre à l'armée française, alors qu'en réalité, on n'était pas du tout organisé. C'était dès que l'empereur est arrivé sur le théâtre des opérations, il a tout de suite vu qu'il y avait une désorganisation totale. Et donc, l'issue ne pouvait pas être autre que celle qui est advenue. Et puis ensuite, c'est l'exil, et l'exil long pour elle, pour le coup, un demi-siècle. Voilà. C'est absolument incroyable. On n'a pas gagné une guerre depuis Napoléon Ier. Tout seul. ça laisse rêveur. Alors, d'une certaine façon, on pourrait dire que la première... Des pays qui peuvent se défendre, je veux dire. Oui, enfin, la Première Guerre mondiale, on pourrait dire que c'était une victoire à la pire. J'ai dit tout seul. Ah, tout seul, tout seul, oui. Pas gagné. Ah oui, tout seul, oui.
Ça fait quand même un peu peur. Enfin bon. Un ouvrage remarquable, une documentation considérable. Vraiment, vous avez travaillé sur ces écrits privés, des lectures critiques, enfin bref, un vrai ouvrage comme j'aime, il faut le lire. L'impératrice Eugénie, Raphaël Dargent, une réédition chez Alpha Histoire. Bravo à vous, vous êtes formidable, mais je vous le dis à chaque fois. Merci, vous êtes gentil. Pour le prochain, alors. Oui, le prochain, oui. Il faut attendre quelques mois quand même. D'accord, écoutez, vous êtes le bienvenu et puis vous connaissez bien l'adresse maintenant. Oui, j'espère. Merci. Merci à vous.